Le président de la République pose la première pierre du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Conformément aux engagements du président de la République, le ministre de l'Équipement et des Transports supervise le lancement du projet Khadamat. Dans le cadre de la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance nationale, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation supervise l'inauguration du nouveau siège du groupement spécial de sécurité numéro 3. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous. Nous ouvrons ce journal par le courrier du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Qazouani, qui a adressé un message de condoléances à Sa Majesté le roi Salman ibn Abdelaziz Al Saoud, gardien des lieux saints, à l'occasion du décès de feu Son Altesse l'émir Muttab ibn Abdelaziz Al Saoud. Le chef de l'État a écrit dans ce message que c'est avec une grande tristesse et consternation qu'il a appris la nouvelle. Le président de la République adresse à travers ce message ses sincères condoléances et sa compassion au roi Salman ibn Abdelaziz Al Saoud, à travers Sa Majesté au peuple saoudien, implorant Allah le Tout-Puissant de recouvrir le disparu de sa large miséricorde, de l'accueillir en son saint paradis et de vous donner courage et patience. Autre message de condoléances du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Qazouani, adressé à son Altesse l'émir Mohamed ibn Salman ibn Abdelaziz, prince héritier du royaume d'Arabie Saoudite, dans lequel le chef de l'État adresse à l'émir et au peuple saoudien frère l'expression de ses sincères condoléances et de sa compassion, implorant Allah le Tout-Puissant de recouvrir le disparu de sa large miséricorde, de l'accueillir en son saint paradis et de vous donner courage et patience. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Qazouani, a supervisé ce matin à Nouakchott Ouest la cérémonie de pose de la première pierre du nouveau siège de l'Assemblée nationale, et ce dans le cadre des festivités marquant le 59e anniversaire de l'indépendance nationale. Compte rendu de Rabia Dedda. Le président de la République, Mohamed El-Cheikh Al-Qazouani, a été accueilli à son arrivée sur les lieux du nouveau siège de l'Assemblée nationale pour effectuer la pose de la première pierre par le Premier ministre Ismaïl Ould Cheikh Sidiya, par la ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Hadjatou Mtbouka, par le Wali de Nouakchott Ouest, les autorités administratives et sécuritaires et les élus locaux de la Moqataa du Ksar. Ici, le président de la République a dévoilé la plaque commémorative de cette infrastructure, avant de suivre un exposé sur les différentes composantes de l'infrastructure qui offrira un siège approprié au niveau de la place qu'occupe l'Assemblée nationale dans la vie de la nation en tant que pouvoir législatif. Le président de la République a ensuite pris connaissance des données relatives au projet qui constituera un édifice moderne dans la ville de Nouakchott. En effet, le nouveau siège de l'Assemblée nationale se composera de 3 étages. Le rez-de-chaussée comprend 10 salles pour les commissions, 10 salles pour la traduction, 10 bureaux pour les présidents des commissions, 38 bureaux pour les députés, 6 bureaux pour l'administration, 2 salles pour la pose des membres du gouvernement, un restaurant, une salle pour les plénières, des bureaux pour le secrétariat général de l'Assemblée nationale. Des classes de l'école voisine de l'Assemblée nationale seront rattachées au nouveau siège pour constituer un musée de l'Assemblée nationale. La fin des travaux de ce nouvel édifice est prévue dans 24 mois. La pose de la première pierre des nouveaux locaux de l'Assemblée nationale rentre dans le cadre du programme des engagements du président de la République au peuple mauritanien. Jour après jour, les engagements du président de la République commencent à voir le jour. La cérémonie officielle de pose de la première pierre des nouveaux locaux de l'Assemblée nationale a été marquée par les discours de la ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire et du maire de la Moqataa du Ksar. Je vous propose de les découvrir dans ce reportage de Rabia Dedda. Dans son discours prononcé au cours de la cérémonie de pose de la première pierre du nouveau siège de l'Assemblée nationale, la ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Hadjatou Mtbouka, a indiqué que la construction de ce nouveau siège de l'Assemblée nationale à Nouakchott-Ouest s'inscrit dans le cadre de la concrétisation de l'engagement du président de la République visant à doter les institutions constitutionnelles de sièges conformes à leur rang, afin de révéler la construction prochaine de celui du Haut Conseil de la FETOA et des recours gracieux.
Elle a affirmé que le site où sera construit le nouveau siège de l'Assemblée nationale a connu les premiers moments de la création de l'État mauritanien moderne en abritant les réunions de l'instance qui a élaboré la première constitution du pays, avant de souligner qu'il a été à cet effet le premier siège de l'Assemblée nationale avant d'abriter l'école primaire numéro 8. La ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Hadjetou Cheikh Bouka, a aussi noté que l'école numéro 8 sera transformée en une école d'application qui sera construite non loin du nouveau siège du Parlement, afin de permettre à ses élèves de poursuivre leur étude sans difficulté. La ministre a encore assuré que pour répondre au désir du président de la République de préserver la dimension archéologique et historique de cette place, il a été décidé de conserver la salle qui a connu les premières réunions de l'Assemblée nationale et de l'ériger en musée parlementaire ouvert au public, témoin d'une importante époque de la création de notre pays. La réalisation du nouveau siège de l'Assemblée nationale est entièrement réalisée sur le budget de l'État. Le maire de la commune d'Uksar, Mohamed Salek Ould-Omar, avait auparavant souhaité, au nom des populations de sa commune, la bienvenue au président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, avant de préciser que la Muqata'a d'Uksar est considérée comme le noyau de Nouakchott, car renfermant le premier puits dénommé le puits de Nouakchott, les premières écoles, jardins d'enfants, centres médicaux, universités, mosquées, prisons civiles, stations de radio et d'autres institutions importantes et vitales. Il a ajouté que la pose de la première pierre de cette importante institution législative, après celle du siège du Conseil constitutionnel, prouve que le président de la République est profondément conscient de l'importance des institutions constitutionnelles pour l'ancrage de l'état de droit. Avant de le féliciter pour la confiance qu'a placée en lui le peuple mauritanien et pour le démarrage de l'exécution de son programme de développement, mes engagements, qui axe sur la mise en place d'un État où la justice, l'égalité, la fraternité et la citoyenneté sont les bases essentielles pour l'éradication des disparités et le renforcement de la cohésion nationale. Le maire a enfin insisté sur le rôle important que joue la décentralisation et sur la nécessité de dynamiser le rôle des communes dans le développement du pays. Le futur siège de l'Assemblée nationale, construit sur une superficie de 29 583 mètres carrés, sera composé de 3 étages. La fin des travaux est prévue dans 24 mois. Yad Ali Fall. Le nouveau siège de l'Assemblée nationale se compose de 3 étages. Le rez-de-chaussée comprend 10 salles pour les commissions, 10 salles pour la traduction, 10 bureaux pour les présidents des commissions, 38 bureaux pour les députés, 6 bureaux pour l'administration, 2 salles pour les pauses des membres du gouvernement, un restaurant, une salle pour les plénières, 2 bureaux pour le secrétariat général de l'Assemblée nationale. Le premier étage comprend le bureau du président de l'Assemblée nationale, 63 bureaux pour les députés, 41 bureaux pour l'administration, 4 bureaux pour la traduction et 4 bureaux techniques. Le deuxième étage se compose de 4 bureaux pour les vice-présidents de l'Assemblée nationale, 32 bureaux pour les députés, 16 bureaux pour l'administration et 2 salles pour prière. Le troisième étage comprend le bureau du vice-président de l'Assemblée nationale, 32 bureaux pour les députés, 16 bureaux pour l'administration, 2 salles pour prière et 4 salles techniques. Ce bâtiment est bâti sur une superficie de 1,5 hectare et une surface bâtie d'environ 30 000 m², constitué d'un hémicycle, 10 salles de commission, un bureau pour le président, des bureaux pour les vice-présidents, des bureaux pour le secrétaire général, des bureaux pour le cabinet du président, et des bureaux pour le questeur et le comptable public. Le projet englobe aussi 150 bureaux de députés, 10 salles de commission, ainsi qu'il est équipé d'un restaurant, d'une buvette, d'une mosquée, d'une bibliothèque numérique, de 2 bibliothèques physiques, d'une salle d'archives, de 2 salles de hôtes, ainsi qu'un restaurant équipé. Le coût global du projet est de 770 249 000 nouvelles ouguiyas. Des salles de l'école voisine de l'Assemblée nationale seront rattachées au nouveau siège pour constituer un musée de l'Assemblée nationale, car étant le lieu qui a connu les premiers moments de la naissance de l'État mauritanien moderne pour avoir abrité en son temps les réunions de l'organisme constitutionnel qui a élaboré la première constitution de notre pays. Il fut donc le premier site où se sont tenues les séances de la première Assemblée nationale en 1962.
L'école 8 de la capitale Nouakchott est l'un des plus importants symboles du pays pour avoir abrité les premiers événements marquant l'indépendance du pays. Elle a abrité les bureaux de la présidence de la République et quelques activités de la première Assemblée nationale. Rabia Adeda. L'école 8, située au Ksar, a été créée en 1958. C'est l'une des écoles les plus anciennes de la capitale. Ces murs renferment une partie de l'histoire de notre pays. Le directeur de l'école 8 nous a confié que cette école, d'après les récits, fut le premier édifice gouvernemental. Ici, cette salle de classe, ajoute-t-il, fut le bureau du président de la République. La salle à côté a été utilisée par l'Assemblée nationale. Donc, cette école fait partie de notre patrimoine. Toujours d'après les récits, car il n'y a pas d'archives, de 1960 à 1961, la présidence a utilisé ces locaux, qui furent après des édifices pour le gouvernement et enfin le siège de l'Assemblée nationale. Donc, une grande partie des réunions de l'Assemblée se sont tenues ici, où la première constitution du pays a été élaborée. Cette école a également eu sa place dans l'enseignement. Plusieurs grands cadres ont effectué leurs études ici. Génération après génération, les Nouakchottois se sont succédés ici, sur ces bancs, à la quête du savoir. Cet ancien élève se rappelle encore de son passage ici. Sous cet arbre, c'était notre aire de jeu. Il y avait un potager, ajoute-t-elle, avant de se rappeler de son professeur, qui était très strict. Cette école continue de défier les aléas du temps. Elle reste encore utilisée comme établissement scolaire. Le ministre de l'Équipement et des Transports a supervisé à la Direction générale des transports terrestres le lancement du programme Khadamati au niveau national. Après avoir coupé le ruban symbolique, le ministre et sa délégation ont visité les différentes ailes de cet établissement et écouté les explications des responsables sur les différents services fournis par le programme Khadamati et de sa contribution au rapprochement du service avec le citoyen. Bokar Baylaba. La célérité et l'efficacité, telles sont les missions assignées à ce nouveau service. Il s'agit du centre d'accueil Khadamati, un nouveau dispositif logé à la Direction générale des transports terrestres, dont l'inauguration a été faite par le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamedou Hamidou Mhaïmid, et c'était en compagnie du ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, Dr Sidi Mohamed El-Ghabar, ainsi que d'autres autorités administratives de la wilaya de Nouakchott Sud. Puis, ils ont été édifiés sur le fonctionnement du centre, notamment les différentes procédures de gestion des dossiers des citoyens dans un laps de temps très réduit. C'est la concrétisation effective et du lancement effectif d'un chantier extrêmement important du programme électoral de son Excellence le Président de la République qui se focalise sur le citoyen, sur l'intérêt que son Excellence porte aux citoyens et à la modernisation de l'administration qui fournit un service pour ce citoyen. De manière synthétique, nous avons assisté aujourd'hui à une démonstration selon laquelle un citoyen demande un service de production de duplicata de son permis. Donc toute la délégation a vu de manière concrète comment ces procédures étaient allégées, comment ces procédures étaient dématérialisées et nous avons vu de manière concrète comment une notification était envoyée systématiquement sur le téléphone à travers un texte aux citoyens, l'informant que voilà, après l'aboutissement de la procédure qui se fait au front office, que son dossier est en cours de traitement. Plus tard, d'autres notifications viendront aux citoyens pour lui dire si le service est complet et si le duplicata est fait, lui invitant à venir récupérer son duplicata. En définitive, la finalité du centre d'accueil Khadamati est de rapprocher l'administration du citoyen en simplifiant pratiquement les procédures d'acquisition de documents administratifs avec efficacité et célérité. Khadamati, qui signifie littéralement mes services, a pour objectif de rapprocher l'administration des citoyens en leur permettant de suivre en temps réel leurs dossiers au sein des administrations. Retour à Bokar Baylaba.
Le centre d'accueil Khadamati est un nouveau dispositif du ministère de l'Équipement et des Transports. Sa mission consiste à simplifier les procédures de gestion des dossiers des usagers. En d'autres termes, il s'agit de rendre efficace l'acquisition des permis de conduire ou des cartes grises, entre autres. Pour les citoyens, la mise en œuvre de ce nouveau dispositif est assez liée à sa juste valeur. Pour eux, le centre d'accueil Khadamati va leur permettre désormais d'avoir un seul dossier pour plusieurs démarches, finissant ainsi avec les longues procédures qui constituaient un handicap dans le passé. Pour le ministère de tutelle, le centre d'accueil Khadamati est un dispositif qui permettra désormais de gérer les dossiers des usagers avec efficacité. Le programme Khadamati entre dans les engagements de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il s'agit d'une administration au service des citoyens. Et il consiste à des opérations très souples et simples qui font que les citoyens, une fois ici chez nous, soient vraiment à l'aise. Et il va entrer dans le front office ici, qui est composé de quelques boxes qui sont devant lui. Il va prendre un ticket très simple. Il y a un écran devant lui qui va lui afficher les numéros portés sur son ticket. Dès que la machine qui la déclenche les numéros qu'il a, il s'élève, il s'adresse aux box concernés, aux guichets concernés. Et il s'agit de certains services que nous avons ici au niveau de la direction, que nous disponibilisons aux gens. Et il s'achemine avec un dossier qu'il a en main, qu'il présente au guichetier qui est devant lui, qui va à son tour vérifier le dossier, sa composition. Si le dossier est fini, sa composition est telle qu'elle est demandée, il lui traite pour une première partie et puis il lui donne un rendez-vous très clair. Pour partir pour 72 heures, ou 48 heures, ou 24 heures, c'est selon la définition qui a été faite là-bas. Pour cet homme, ce nouveau dispositif vient en point nommé. Pour lui, il s'agit d'un grand pas franchi pour rendre efficace tout ce qui a trait aux documents de transport en Mauritanie. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Dr Mohamed Salem Merzouk, en compagnie du chef d'état-major de la Garde nationale, le général Msqar Ould-Sidi, a inauguré mardi matin dans la Mourata d'Arafat, dans le nouveau siège du groupement spécial de sécurité numéro 3, dans le cadre de la commémoration du 59e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale. Abdullah Damaba. La Garde nationale a été dotée d'un nouveau siège dédié au groupement spécial de sécurité numéro 3. Ce siège a été érigé au niveau de la Mourata d'Arafat relevant de la wilaya de Nouakchott-Sud. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Mohamed Salem Merzouk, a coupé le ruban symbolique, inaugurant ainsi cette nouvelle infrastructure. L'inauguration a aussi été supervisée par le chef d'état-major de la Garde nationale, le général Msqar Ould-Sidi. Érigée sur une superficie de 500 mètres carrés, cette infrastructure comprend 8 bureaux, dont celui du commandant du groupement, 2 entrepôts, dont l'un pour le matériel de maintien d'ordre et l'autre pour le stockage des munitions. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, en compagnie du chef d'état-major de la Garde nationale, a visité les différents compartiments de cet édifice. Il a en outre reçu des explications techniques sur ce bâtiment dont la construction a été supervisée par le département des infrastructures de la Garde nationale. L'intérêt de la mise en place de cette infrastructure a été mis en avant. Cette réalisation rentre dans le cadre des efforts du commandement de la Garde nationale visant à hausser le rendement de la Garde nationale et améliorer les conditions de travail du corps. La Garde nationale a aussi créé l'année passée, 2018, l'escadron, la compagnie spéciale qui est constituée d'une unité commando et d'un groupe cynophile. Le ministre a enfin, en compagnie du chef d'état-major de la Garde nationale, passé en revue une unité de la Garde nationale venue pour rendre les honneurs. Ensuite, il a salué les chefs des bureaux, les commandants des bureaux et directeurs à l'état-major de la Garde nationale.
تعليمات معالي المدير التوريدي من الطرق. Ouverture aujourd'hui à Nouakchott de la 8e réunion des experts des pays membres du Forum de la Méditerranée occidentale du dialogue 5+5 des ministres chargés de la recherche, l'innovation et de l'enseignement supérieur. La rencontre vise à créer des espaces de coopération entre les pays présents dans les domaines de l'innovation, de l'accompagnement des jeunes et du développement des compétences des peuples de la région. Abdelrahman Hamad. Revitaliser les économies des pays membres pour promouvoir une croissance intelligente, durable et inclusive. Tel est l'objectif de cette 8e réunion des experts des pays membres du Forum de la Méditerranée occidentale du dialogue 5+5 des ministres chargés de la recherche, de l'innovation et de l'enseignement supérieur tenu ici à Nouakchott. L'idée, c'est voir la possibilité de jeter quelques actions que nous avons incluses dans la dernière conférence ministérielle à Rome avec les programmes de travail pendant 7 ans et les prochains. Ouvrant les travaux de cette rencontre co-présidée par notre pays et l'Italie, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication, Dr Sidi Ould-Salem, a indiqué que notre pays, à l'instar des autres pays membres du dialogue 5+5, accorde une importance particulière à ces forums pour renforcer la coopération dans les domaines de la recherche, de l'innovation et de l'enseignement supérieur dans le but de promouvoir le développement économique durable, l'insertion sociale ou encore la création de nouvelles opportunités pour les jeunes dans notre région. De son côté, le président de l'université de Nouakchott, Al-Asriya, a passé en revue l'ordre du jour qui sera examiné durant cette rencontre. Durant cette rencontre, vous aurez à étudier le plan d'action issu de la déclaration de Rome et à retenir des projets et des initiatives de collaboration concrets et conformes aux priorités qui seront soutenus par les budgets nationaux avec un soutien du secteur privé et des donateurs régionaux et internationaux. La représentante de l'Italie, Mme Maria Zigar, a loué l'organisation de cette session dans notre pays, espérant qu'elle réalise les objectifs assignés. Renforcement du partenariat, rôle des personnes handicapées et action pour l'avancement du plan de développement durable à l'horizon 2030. Tel est le thème sur lequel notre pays a célébré ce mardi 3 décembre la Journée internationale des personnes handicapées. La ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille, Dr Nene Oumou Defakan, a supervisé aujourd'hui à Nouakchott, au Centre de formation et de promotion féminine, le lancement des activités de cet événement. Abdullah Damaba. Autonomiser les personnes en situation de handicap, tel est l'objectif de la célébration de la Journée internationale des personnes en situation de handicap. L'accès de cette couche de la population à ses droits et gages de l'atteinte des objectifs du développement durable à l'horizon 2030. Ces citoyens en situation de handicap se sont exprimés, ils ont fait part de l'importance de cette journée qui leur est dédiée. Ils considèrent cette manifestation spéciale et espèrent que l'État puisse leur garantir l'accès à une éducation, au transport et à l'emploi. En plus du cadre normatif qui a été mis en place, la Mauritanie a entrepris de nombreuses mesures d'ordre politique et institutionnel en vue de promouvoir les droits des personnes handicapées, pour ne citer que son ancrage institutionnel à travers une direction centrale des établissements publics, un plan d'action piloté par un comité multisectoriel suffisamment inclusif et participatif, des programmes d'autonomisation fonctionnelle, économique et d'assistance sociale. Ces programmes sont axés sur la fourniture continue d'aide technique, le financement d'activités génératrices de revenus, le suivi du respect du quota des 5% dans tous les recrutements de la fonction publique, le renforcement des capacités et le développement d'un solide partenariat avec les associations des personnes handicapées structurées en une fédération nationale.
Les défis et succès dans ce cadre ont été soulignés. Garantir les droits des personnes handicapées, c'est être fidèle à la promesse qui est au cœur du programme 2020, ne laisser personne de côté. Il reste encore beaucoup à faire, mais de grands progrès ont été accomplis en vue de l'établissement d'un monde dont personne ne sera exclu. La quasi-totalité des États membres de l'ONU ont ratifié la Convention relative aux personnes handicapées et j'exhorte ceux qui ne l'ont pas encore fait à la ratifier sans plus attendre. En juin dernier, j'ai lancé la stratégie des Nations Unies pour l'inclusion du handicap qui vise à fixer des objectifs plus ambitieux et à améliorer nos résultats en matière d'inclusion du handicap dans tous nos domaines d'action et partout dans le monde. Le président de la Fédération mauritanienne des associations des personnes en situation de handicap, Lehbouch Oulelid, a affirmé que le thème choisi pour cette journée est axé sur l'indépendance de cette couche de la population, ce qui, dit-il, va favoriser l'atteinte du développement global, durable et juste. Le ministre sénégalais des Pêches et de l'économie maritime, actuellement en visite en Mauritanie, a effectué hier après-midi une visite d'information au niveau du port de pêche artisanal et côtière de Tanit. Le ministre sénégalais était accompagné au cours de ce déplacement par la secrétaire générale du ministère des Pêches et de l'économie maritime. Compte rendu d'Abdelrahman Hamadan. Le ministre sénégalais des Pêches et de l'économie maritime, M. Alioune Ndjoy, actuellement en visite en Mauritanie, a effectué hier soir une visite d'information au niveau du port des pêches artisanales et côtières de Tanit. Le ministre sénégalais était accompagné au cours de ses déplacements par la secrétaire générale du ministère des Pêches et de l'économie maritime, Mme Maïmouna Ahmed Salem, le Walid El Nchiri, le président de son conseil régional, en plus du Hakam de Benishab et du maire de Mhajrat. Sur place, l'hôte sénégalais a écouté des explications sur les prestations présentées par ces ports aux pêcheurs artisans et à leur embarcation, explications fournies par le directeur général de cette institution, M. Mohamed Mahmoud El Souaïd Ahmed. La visite a englobé également l'unité de production des glaces et la centrale de dessalement de l'eau de mer, ainsi que les quais d'accostage de navires et embarcations dont dispose ce port situé à 60 km au nord-ouest de Nouakchott. L'Association des médecins mauritaniens de l'avenir de la faculté de médecine de Nouakchott a célébré à sa façon à Nouakchott le 59e anniversaire de l'indépendance nationale en organisant une journée au cours de laquelle les membres de l'association ont traité un certain nombre de questions pour améliorer les capacités des étudiants. Ce sera tout pour ce journal. Mesdames et messieurs, à présent le rappel des titres. Le président de la République pose la première pierre du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Conformément aux engagements du président de la République, le ministre de l'Équipement et des Transports supervise le lancement du projet Khadamati. Dans le cadre de la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance nationale, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation supervise l'inauguration du nouveau siège du groupement spécial de sécurité numéro 3. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure, Inch'Allah. Communiqué de presse. Le nouveau Code général des impôts promulgué le 30 avril 2019 entrera en vigueur à compter des revenus perçus à partir du 1er janvier 2020. La Direction générale des impôts a décidé d'accompagner ce nouveau code d'une documentation complète, la doctrine fiscale, décrivant les règles relatives aux impôts et aux procédures fiscales. Outil de travail pour les agents de la Direction générale des impôts, la doctrine fiscale assure la cohérence et l'égalité de traitement des contribuables sur l'ensemble du territoire. Public, la doctrine fiscale est opposable par tout contribuable à l'administration fiscale et renforce la transparence de l'administration
à l'égard de ses usagers. Ce processus de clarification signe un changement profond dans les relations que l'administration fiscale établit avec ses usagers. L'administration, en publiant ses textes réglementaires sur son site internet, garantit l'accès de tous aux